Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc Fournier, le directeur général à l'APSAM, soit l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce matin à notre événement Nouveautés en santé et sécurité au travail, s'informer, s'outiller et agir. Avant de débuter, voici quelques consignes. Étant donné le nombre de participants, vous n'avez pas accès au micro. Cependant, vous êtes invité à poser vos questions dans la section Questions et réponses, située à droite de votre écran. Deux conseillères en prévention de l'absence, Christine Lamarche et Amélie Trudel, en sélectionneront quelques-unes pour les poser aux conférenciers lors de la période de questions. Nous vous encourageons à formuler des questions qui sont d'ordre plus général, puisque nous ne pourrons pas traiter de situations spécifiques à votre organisation. Veuillez noter qu'aucune question ne sera répondue par écrit. Si jamais votre question ne trouve pas réponse dans le cadre de ce webinaire, n'hésitez pas à l'adresser au conseiller attitré au dossier. Pour vous aider à acheminer votre demande, le nom de la personne responsable est indiqué sur chaque diapositive de la présentation. Enfin, nous vous rappelons que cet événement est enregistré et sera rendu disponible, tout comme la présentation, à une date ultérieure sur notre site Web. Maintenant, dans le cadre de ce webinaire, différents membres de l'équipe de l'APSAM se relayons pour vous présenter les fonctionnalités de notre nouveau site Web, les différents changements réglementaires d'intérêt pour le secteur municipal, ainsi que les plus récents outils développés pour vous soutenir dans la prise en charge en santé et sécurité au travail. En effet, la mission de l'APSAM est d'aider l'ensemble des organismes municipaux du Québec, sociétés de transport, villes, municipalités, MRC, OMH, régies, à prendre en charge la prévention en santé et sécurité au travail. Pour y arriver, nous offrons 4 grandes catégories de services, à savoir le conseil et l'assistance technique, l'information, la formation, ainsi que la recherche et la documentation. Donc, si vous avez des questions sur la prévention en santé et sécurité du travail, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous invitons également à visiter notre site Web qui contient une multitude d'informations pour vous soutenir dans différents dossiers qui touchent les cols blancs, les cols bleus, les policiers, les pompiers et les employés des sociétés de transport. D'ailleurs, notre site Web a récemment fait peau neuve. Pour présenter le nouveau visuel du site, mais surtout ses nouvelles fonctionnalités, j'invite Claire Vézina, notre webmestre, à prendre la parole. Je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour. Est-ce que je suis bien avec vous tout le monde? J'espère que oui. Donc, je veux vous présenter le nouveau site Web. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Donc, le nouveau site Web est en ligne depuis le 19 juillet. Donc, il est tout récent. La principale raison qu'on voulait avoir un nouveau site Web, c'était la possibilité de le consulter sur téléphone mobile. Donc, il s'ajuste en fonction de l'écran que vous utilisez pour le visiter. Je vais faire un tour très rapide. Alors, vous aurez le temps après ça de pouvoir l'explorer et voir toutes les possibilités. Fait que c'est un tour très, très rapide. À la page d'accueil, je veux vous faire remarquer en haut à droite, il y a un point d'exclamation. Dans le moment, il y a un petit chiffre 1. C'est ici qu'on va mettre des alertes. Une alerte, ça peut être pour toutes sortes de raisons, mais c'est des trucs sur lesquels on veut attirer votre attention rapidement. Exemple célèbre, c'est si dans le temps de la COVID, on aurait aimé ça dire à nos clients, ben les cours sont annulés ou des choses comme ça. Fait que il s'agit de simplement cliquer sur le petit point d'exclamation et vous allez avoir accès à l'alerte ou aux alertes s'il y en avait plusieurs. Ensuite de ça, juste à côté, vous avez le menu. Le menu vous donne accès à presque toute l'entièreté de nos pages. Pour ceux qui connaissaient bien l'ancien site, on a divisé un petit peu autrement notre contenu. On a 3 grandes portes d'entrée. On a clientèle et services, dans lequel on retrouve les clientèles et services qu'on retrouve souvent dans les municipalités. On a les risques, classés selon différents risques, évidemment, et la gestion de la prévention. On sait qu'il y a plusieurs de nos clients qui veulent avoir de l'information sur la gestion,
par exemple, enquête et analyse des accidents, l'analyse des statistiques, etc. Il y a vraiment une source plusieurs sources d'informations là-dedans. Ça, c'est nos 3 grandes catégories. À droite du menu, vous avez accès à nos formations. Nos formations, pour l'instant, on a un portail qui s'en vient. Là, c'est incessant, ça va être dans les prochains jours. Pour l'instant, si vous allez dans la section formation, vous avez accès à nos plans de formation. Ensuite de ça, dans les actualités, j'y vais un petit peu parce que je veux vous montrer les actualités. Pour ceux qui connaissaient l'ancien site, c'était ce qu'on appelait le blog. Donc, c'est des informations sur toutes sortes de sujets. Vous avez la possibilité de faire des filtres. Donc, par exemple, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on a mis comme actualité sur des changements réglementaires, en cliquant sur changements réglementaires, vous allez avoir les articles qui concernent ce type d'actualité-là. Et si, en plus, vous voulez dire c'est quoi les changements réglementaires concernant les espaces clos, bien, vous choisissez, donc vous avez la possibilité de faire plusieurs filtres comme ça. Et évidemment, vous pouvez tout effacer puis revenir au départ. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire beaucoup de choix. Évidemment, si vous faites beaucoup de choix, ça se peut qu'à un moment donné, il n'y en ait plus, là, mais c'est ça. Vous avez la possibilité de faire plusieurs filtres. C'est à peu près le même principe dans les publications. Les publications, ce qu'on retrouve là, c'est des publications faites par l'APSAM, donc des documents par l'APSAM. Encore une fois, il y a différents types de publications. Donc, si vous dites, « Ah, j'aimerais ça mettre une affiche à un endroit, qu'est-ce que l'APSAM a comme affiche? » Bien, vous choisissez type de publication affiche et là, bien, vous pouvez aller consulter les affiches en question. En cliquant dessus, bien, ça va ouvrir l'affiche ou ça vous... Bon, pour mal faire, il ne présente pas. C'est toujours quand il y a une présentation que ça arrive. Et là, elle n'est pas là. Je ne sais pas ce qui se passe. On va checker ça après. C'est toujours quand on fait une présentation que ça nous arrive. Habituellement, ça fonctionne, je vous le jure. Ensuite de ça, vous avez la section des événements. Les événements, c'est encore une fois les événements de l'APSAM, comme par exemple le webinaire d'aujourd'hui, mais ça pourrait aussi être les rencontres régionales. Ça pourrait être, encore une fois, avoir des filtres par région ou par format dans le cas où il y aurait des en virtuel, comme aujourd'hui, ou en présentiel. Nous avons aussi une petite section carrière dans laquelle vous pourriez aller voir s'il y a de la carrière, des possibilités de carrière à l'APSAM. Alors, ça, il n'y a pas de poste disponible présentement, mais s'il y en avait, vous pourriez le voir ici. On a la section nous joindre, ça c'est bien important, les téléphones, les courriels et aussi vous avez accès aux membres de l'équipe, donc évidemment personnel administratif, la direction, les formations, mais également les conseillers et les conseillères. Pour les conseillers et conseillères, vous pouvez voir les principaux dossiers ou clientèles dont elles s'occupent ou ils s'occupent, mais également les régions. Donc, si vous êtes dans la région de l'Estrie, ben, vous pouvez dire, OK, si vous avez une question d'ailleurs, c'est mieux de contacter votre conseiller régional. Donc, vous trouvez la personne qui s'occupe de votre région et vous avez accès à son courriel ou à son numéro de poste. L'autre aspect que je voudrais mentionner qui est bien important, c'est que sur la page d'accueil, on a mis l'emphase sur la boîte de recherche. Mais la boîte de recherche, vous l'avez aussi à peu près la même boîte. Vous y avez accès aussi par la petite loupe. Dans toutes les pages que vous êtes sur notre site, il y a toujours accès à la petite loupe qui est en haut à droite. Et si vous commencez à taper, souvent, il va vous donner des choix de possibilités qu'on pense que ça serait une page de contenu qui vous concernerait. Et bien là, vous avez juste à cliquer puis vous allez arriver sur la page. L'autre possibilité, c'est d'écrire votre mot au complet et de faire sur votre clavier le Enter là, ou le bouton Entrée et ça va vous donner un choix. Par exemple, pour la noyade, il y a 10 possibilités de pages de contenu, 11 actualités, 4 publications et une formation qui serait pertinente pour noyade.
ça, je vous invite, je vous dis pas que c'est miraculeux toujours la loupe, là, puis la recherche, mais c'est habituellement, même moi qui connais très bien le site puis qui sais où me diriger, souvent je vois là, c'est plus facile de retrouver ce dont j'ai besoin. Et enfin, je vous inviterai dans le bas de la page, vous avez accès, puis c'est dans toutes les pages, là, accès à l'abonnement pour l'infolette. L'infolette, elle est publiée environ une fois ou 2 mois et c'est là-dedans que vous allez recevoir dans votre courriel nos principales nouveautés. On vous tient au courant d'événements qu'on pourrait avoir, tout ce qui pourrait toucher je sais pas, des nouveautés de publication ou des nouvelles pages ou peu importe, là, un changement réglementaire, on le met habituellement dans l'infolette. Fait que je vous invite vraiment fortement à vous abonner. Fait que ça fait un tour très rapide, mais c'est ça. Il est encore tout nouveau, hein? Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de l'amélioration avec le temps, mais je pense qu'on est pas mal content de vous partager tout le contenu qu'on a et on en a vraiment beaucoup. Fait que amusez-vous à aller lire ce qu'il y a là-dessus, c'est vraiment passionnant. Pour la suite du webinaire, je cède la parole à Diane. Alors, bonjour à tous. Dans le cadre du webinaire, nous vous poserons quelques questions via l'application Slido. Donc, pour y répondre, nous vous invitons à prendre votre téléphone et scanner le code QR que vous voyez à l'écran. Si jamais cela ne fonctionne pas, vous pouvez tout simplement aller sur slido.com via votre téléphone ou votre ordinateur et entrer le code indiqué dans la présentation. Donc, dans ce cas-ci, 103, 16 et 47. Ensuite, vous pourrez répondre en tout anonymat à chacune des questions qui s'affichera à l'écran et vos réponses apparaîtront à l'écran en temps réel. Donc, une première question, pour remercier le volet plus santé-sécurité du webinaire, nous aimerions savoir quels dossiers en prévention sont priorisés actuellement dans votre organisation ou votre service. Donc, comme il y a un délai avec la diffusion, là, on va attendre quelques secondes, le temps de voir les réponses qui vont entrer. Alors, on a déjà des réponses. Donc, espace clos, risque psychologique, donc des sujets qu'on va aborder tout à l'heure, tranchée excavation, programme de prévention, cancer chez les pompiers, canassage, donc ergonomie, donc plusieurs sujets qu'on va traiter dans notamment les nouvelles réglementations, programme de protection respiratoire. Mon Dieu, c'est assez diversifié comme sujet. Un peu de tout. Risque de chute, formation, travail à risque de noyade, manutention, voirie, pompiers, moisissure, mon Dieu. Évidemment, c'est des sujets, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Travail en lieu isolé, santé mentale, CIMDUT. Bon, ben écoutez, beaucoup de sujets. Donc, on va passer justement aux principaux changements réglementaires. Donc, il existe plusieurs, évidemment, comme vous savez, des critères pour prioriser un dossier en santé-sécurité comme vous l'avez fait. Et l'un d'entre eux est la conformité aux exigences légales et réglementaires. Donc, pour cette raison, nous ferons un survol des plus récents changements réglementaires qui sont d'intérêt pour le secteur municipal. Donc, où trouver les informations pertinentes concernant les nouveautés réglementaires? D'abord, sachez qu'il existe plusieurs sources d'informations qui permettent de se tenir à jour sur les sujets de règlement et de modifications réglementaires, dont la Gazette officielle, la planification des travaux réglementaires, ainsi que la page projet de règlement et changements réglementaires de la CNESST. C'est sûr que l'APSAM a pris aussi la décision de publier des actualités pour informer la clientèle d'un projet de changement réglementaire afin que les organisations en prennent connaissance et soumettent leurs commentaires à la CNESST.
Ça, c'est autant pour la partie patronale et syndicale. Donc, lorsqu'un projet de changement est adopté, donc on va publier une actualité pour informer la clientèle qu'il a été adopté et qu'il y a un changement soit au règlement sur la santé et sécurité du travail ou au code de sécurité pour les travaux de construction. Bref, de là, toute l'importance de consulter notre section actualité régulièrement et d'y ajouter le filtre changement réglementaire. Claire, justement, vous en a fait une démonstration tout à l'heure. Donc, les récentes modifications réglementaires, donc, vous pouvez le constater, les derniers mois ont été quand même marqués par l'entrée en vigueur de plusieurs changements réglementaires, dont une majorité qui concerne le règlement sur la santé et sécurité du travail. Donc, rapidement, au niveau de la signalisation routière, notamment la signalisation de travaux routiers, comme vous savez, ces modifications-là se font annuellement. Donc, prochainement, il y en aura en décembre pour être en vigueur en janvier prochain. En juin dernier, sur les travaux d'arboriculture et le bruit, des nouvelles modifications. Et en juillet, espace l'eau et sécurité des machines. Donc, on va traiter notamment tout de suite de ces sujets-là. Donc, sécurité routière, c'est-à-dire donc pour nous, ce qui nous touche le plus, c'est le chapitre 4 du tome 5, la signalisation des travaux. Donc, d'abord, au printemps 2023, la CNESST et le ministère des Transports ont demandé à l'APSAM de réitérer des messages d'importance, notamment concernant le signaleur routier. Alors, un des messages était de rappeler l'interdiction pour le signaleur routier de diriger la circulation lors de travaux de courte et de longue durée lorsque la limite de vitesse excède 70 km/h. Donc, l'idée étant d'interdire la présence du signaleur routier, mais d'utiliser plutôt des moyens substituts tels que la barrière de contrôle de circulation pour travaux, le feu de circulation pour travaux, ou d'y aller avec une fermeture de route et installer une signalisation de détour. Donc, voilà pour la barrière de contrôle. Et un autre message était concernant notamment le positionnement sécuritaire du signaleur routier. Donc, c'est pas pour rien que la CNESST, le ministère des Transports nous ont réitéré l'importance, puisqu'on a retrouvé sur le terrain des manquements à ce niveau. Donc, on a réitéré le positionnement sécuritaire du signaleur routier, c'est-à-dire que le signaleur routier doit être positionné sur l'accotement et non sur la voie et surtout pas la voie qui est même fermée à la circulation. Donc, sur l'accotement et environ à 7 mètres de la ligne d'arrêt, donc à l'endroit où on met le panneau de ligne d'arrêt. Aussi, l'Ordre des ingénieurs du Québec a voulu préciser la contribution de l'ingénieur selon des travaux effectués et tout particulièrement en lien avec les routes et les dépendances. En fait, les dépendances routières, ça inclut la signalisation routière, notamment la signalisation de travaux, soit une activité qui est omniprésente, évidemment, dans le milieu municipal. Cette aide-mémoire-là, en fait, apporte des précisions sur les actions qui doivent obligatoirement être réalisées par un ingénieur lors de la signalisation de travaux routiers. Donc, on a souvent des questions à ce sujet-là. Donc, cette aide à la décision est vraiment importante à consulter et à prendre en considération lors de la planification de vos travaux. Maintenant, travaux d'arboriculture, donc ces changements-là sont majoritairement déjà en vigueur. Donc, ils visent à intégrer au règlement sur la santé et sécurité du travail une section dédiée aux travaux d'arboriculture. Donc, notamment les travaux d'élagage hors forêt, la taille d'arbres, l'abattage hors forêt d'arbres prédéterminés, l'essouchement, le déchiquetage hors forêt sont visés par ces nouvelles exigences, dont celles relatives à l'organisation du travail, aux équipements de protection individuelle et à l'obtention d'un certificat de qualification qui est prévu pour juin 2025.
Donc, concernant le certificat, sachez que nous sommes dans l'attente des orientations de Emploi Québec. Emploi Québec, c'est celle qui va développer la formation et pour la certification. Puis, une reconnaissance des acquis pour un examen théorique semblerait considéré. Donc, à suivre là, sur nos actualités concernant les développements dans ce dossier-là. Concernant le bruit, donc, l'objectif derrière ce changement-là est la réduction de la surdité professionnelle, soit donc d'éliminer et de réduire l'exposition au bruit des travailleurs et d'assurer une protection auditive adéquate. Donc, la priorité, éliminer le danger de bruit à la source ou à tout le moins réduire l'exposition des travailleurs, donc lors de notamment l'aménagement et la conception, la mise en place ou la modification d'un processus, l'achat ou le remplacement de machines et d'équipements, et lors de situations de travail qui présentent un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition. En fait, ce nouveau règlement nous dit que minimalement, il est nécessaire d'éliminer ou de réduire l'exposition au bruit des travailleurs. Donc, il n'est plus question de maintenir le statu quo. On doit travailler sur toutes les situations en termes de bruit. Donc, par exemple, au niveau d'une tâche qui se fait sur la déchiqueteuse, donc un équipement qu'on retrouve fréquemment dans le domaine municipal, on doit d'abord penser au niveau de la planification des travaux, de quelle façon on pourrait éliminer ou réduire l'exposition au bruit. Ensuite de ça, au niveau sur l'équipement même, donc, est-ce qu'on a à remplacer ou faire un nouvel achat d'équipement? Donc, à ce moment-là, on va s'orienter vers un équipement qui présenterait peu ou moins de bruit. Donc, c'est dans les caractéristiques et les spécifications de l'équipement et aussi notamment au niveau de l'entretien puis l'état de fonctionnement de la machine. Donc, on doit mettre du travail à ce niveau-là. Et concernant le travailleur qui fait la tâche, ben, on va penser notamment à la rotation du personnel, donc réduire le nombre d'heures que le travailleur a passé sur cette machine, donc qui a un bruit particulier, donc, et aussi l'ajout de protection auditive. Donc, particulièrement, les modifications portent sur l'établissement de nouvelles limites d'exposition au bruit, les techniques de mesurage, les moyens de réduction selon la hiérarchie des mesures de prévention, les critères de performance et de sélection pour la protection auditive, la tenue d'un registre et de sélection pour la protection auditive. Excusez-moi, donc la tenue de registre qui inclut inclure à jour le programme de prévention. Sur les situations à risque, donc de dépassement des mesures d'exposition de bruit, les moyens raisonnables de mesures de prévention et les rapports de mesurage. Donc, les obligations, donc identifier les situations de travail à risque de dépassement des limites, de la formation théorique et pratique, notamment sur les protections auditives, et l'affichage des aires de travail nécessitant le port de protection auditive. Donc, voilà sur ces quelques sujets de règlement dans nos nouveautés. Et je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Hélène Guénette, qui, elle, va vous parler des nouveautés concernant notamment la sécurité des machines et les espaces clos. Bonjour à tous. Au nom de mon collègue Danny de Chantal, je vous présente de nouvelles dispositions à la section 21 Machines. Celle-ci vise notamment à harmoniser les concepts et les exigences du règlement sur la santé et sécurité du travail avec la normalisation canadienne et internationale en lien avec la sécurité des machines. Prendre note que les textes du décret publié dans la Gazette officielle ne figurent toujours pas dans la version web du RSST. Nous attirons votre attention à l'article 174, où il est précisé qu'un minimum d'éléments soit contenu dans le manuel d'instruction du fabricant, sans quoi ils devront être spécifiés par écrit par un ingénieur. Il en est de même pour l'identification et le contrôle des risques résiduels en vertu de l'article 178.
soit les procédures et méthodes de travail sécuritaires, la formation nécessaire pour une utilisation sécuritaire de la machine, l'identification des équipements de protection individuelle et la formation nécessaire pour les utiliser. Nous recommandons fortement d'intégrer au devis d'appel d'offres pour l'achat de toute machine les éléments que devraient contenir les manuels d'instruction qui les accompagnent, car une fois achetés, les éléments manquants devront être spécifiés par écrit par un ingénieur. Prendre note aussi que les numéros des articles de la sous-section cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies ont changé, mais les textes demeurent essentiellement les mêmes. Pour les espaces clos maintenant, le 25 juillet dernier sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions encadrant le travail dans un espace clos. Prendre note que les textes du décret ne figurent toujours pas dans la version web du RSST, dont la mise à jour date du 1er juillet dernier. Les modifications ont pour objectif d'éviter de construire de nouveaux espaces clos et lors d'une rénovation de celui-ci, de faire en sorte de les éliminer, sinon d'en réduire les risques. Cibler spécifiquement les risques atmosphériques, de contraintes thermiques, d'ensevelissement, de noyade ou d'entraînement. Changer aussi les seuils d'alarme des détecteurs multigaz et surtout d'élaborer un plan de sauvetage incluant les équipements et les moyens pour secourir rapidement tout travailleur effectuant un travail dans un espace clos. Nous vous présentons différents outils qui ont été développés pour vous aider à prendre en charge les risques inhérents aux travaux réalisés dans le secteur municipal, notamment le travail dans un espace clos. Maintenant, devant l'ampleur des modifications, l'APSAM a créé un comité de travail inter-ASP en collaboration avec l'IRSST pour mettre en commun nos expertises respectives et développer de nombreux outils adaptés à vos besoins. Ces outils sont disponibles sur la page Espace clos. Prendre note que d'autres outils sont actuellement en développement. Nous avons d'abord créé une capsule d'une dizaine de minutes pour vous expliquer les principaux changements réglementaires, ainsi qu'une vidéo de dessin animé qui explique en 3 petites minutes ce qu'est un espace clos selon la nouvelle définition. Pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, la difficulté d'y entrer ou d'en ressortir n'est plus un critère à la définition d'un espace clos. Maintenant, dans la même veine, la fiche « Qu'est-ce qu'un espace clos » décrit les risques qui sont ciblés par la nouvelle définition. Elle a pour objectif de vous permettre de distinguer les interventions où les dispositions de la section 26 « Travail dans un espace clos » s'appliquent de celles où elles ne s'appliquent pas. Le logigramme à la page 3 illustre la démarche d'analyse à faire. La fiche d'identification des espaces clos ou des espaces avec accès restreint est complémentaire à la première. Elle vise à vous aider à distinguer les tâches qui sont effectuées dans un espace clos des autres tâches qui sont considérées comme étant effectuées dans un lieu de travail ou encore dans un espace avec accès restreint. Nous attirons votre attention à la grille de la page 2. Si l'espace n'est pas totalement ou partiellement fermé, vous cochez « Non ». C'est un lieu de travail où d'autres dispositions du RSST s'appliquent. Si vous cochez « Oui », vous passez à l'étape suivante. Maintenant, si le contenu, l'environnement ou la tâche à effectuer ne peut pas présenter un des risques énumérés à la définition d'un espace clos, alors c'est un espace avec accès restreint où d'autres dispositions du RSST s'appliquent. Toutefois, si le contenu, l'environnement ou la tâche à effectuer peut présenter un des risques ciblés à la définition, alors c'est un espace clos. Ce qui nous oblige à identifier les tâches qui peuvent être effectuées de l'extérieur, c'est-à-dire sans entrée, des tâches qui doivent absolument se faire à l'intérieur d'un espace clos et des tâches qui sont effectuées dans un espace avec accès restreint. Donc, avec la nouvelle définition, la majorité des espaces clos municipaux existants demeurent des espaces clos, sauf pour quelques exceptions selon la tâche à effectuer. C'est donc à la personne qualifiée d'effectuer une démarche d'appréciation et d'estimation des risques pour déterminer les risques inhérents à l'espace clos et les moyens de contrôle à prendre. Pour ce faire, nous recommandons d'utiliser l'outil ECLO de l'IRSST pour en estimer les risques. Vous trouverez aussi sur la page Espace clos
une affiche personnalisable qui réfère à la fiche de renseignement de l'espace clos ou de l'espace avec accès restreint et qui contacter en cas d'urgence ou de sauvetage. Pour vous aider à mettre à jour ou implanter votre programme de prévention spécifique aux espaces clos, nous avons procédé à la mise à jour du plan d'action et développé un document de support qui apporte des informations et explications complémentaires. L'une des premières étapes de ce plan d'action est de remplir de façon paritaire le formulaire d'auto-évaluation qui vous permettra de dresser un portrait réaliste de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. Comme son nom l'indique, cette fiche explique les rôles et responsabilités des différents intervenants. La définition d'une personne qualifiée n'a pas changé, mais celle-ci a beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Par exemple, elle doit autoriser la reprise des travaux lors de situations imprévues entraînant, par exemple, une évacuation d'urgence. Ce qui est nouveau aussi, c'est que le travailleur habilité doit avoir 18 ans et plus. Nous y abordons aussi dans cette fiche les rôles et responsabilités en lien avec les espaces clos pour les autres services de l'organisation, notamment pour les pompiers et les sauveteurs au sein d'un service de prévention des incendies. Toutes les informations doivent toujours être colligées par la personne qualifiée et être disponibles par écrit sur les lieux de travail. Elles doivent toujours être expliquées à tout travailleur avant qu'il ne pénètre dans un espace clos par une personne qui est en mesure de l'informer adéquatement sur les risques et la façon d'y accomplir son travail de façon sécuritaire. Pour vous aider, nous vous proposons un modèle de fiche de renseignement de l'espace clos ou de l'espace avec accès restreint qui est personnalisable et où vous pourrez identifier les tâches et les procédures qui s'appliquent. Prendre note que le type de sauvetage à effectuer peut varier selon la tâche à effectuer et la position du travailleur. Parce que les cellules d'oxygène des détecteurs portatifs présentent une instabilité lorsque la basse alarme est programmée à 20,5 %, les membres du comité inter-ASP-IRSST recommandent de la fixer à 19,5 % en attendant les recommandations de la CNESST. Des essais pilotes sont en cours pour tenter de circonscrire les causes de cette problématique. Surveillez donc nos actualités. Nous tenons à vous rappeler que la ventilation en continu est obligatoire pour maintenir une atmosphère conforme et qu'il est interdit d'entrer ou de rester dans un espace clos qui présente un taux d'oxygène inférieur à 20,5 % et ce, même si la base alarme du détecteur multigaz est fixée à 19,5 pour le taux d'oxygène. Toujours sur la page Espace clos, vous trouverez des exemples de procédures d'entrée ainsi qu'une fiche de contrôle aussi appelée permis d'entrée. Vous pouvez les télécharger et les personnaliser à vos besoins. Maintenant, dans nos formations, nous abordons déjà les différents types de sauvetage en espace clos. À l'article 309, il est maintenant précisé qu'un plan de sauvetage doit être éprouvé par des exercices permettant notamment aux travailleurs qui participent aux opérations d'être familiers avec leur rôle, le protocole de communication et l'utilisation des équipements de sauvetage prévus. Restez à l'affût des nouveautés car nous développons actuellement d'autres outils pour vous aider à vous conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Toujours au nom de mon collègue Denis de Chantal, je vous présente maintenant les outils en lien avec les risques électriques. À l'intérieur du programme de sécurité électrique, vous trouverez une politique de sécurité en matière d'électricité, une fiche de planification pour les travaux de nature électrique, un permis de travail sous tension, une grille de suivi pour le programme d'entretien préventif, une grille d'audit du programme, un tableau de validation des compétences et des connaissances, directive d'achat pour la sous-traitance et la gestion du changement et bien d'autres. Voici quelques exemples de fiches que vous trouverez sur cette page. L'inspection des gants isolants, les disjoncteurs différentiels de fuite à la terre, des DFT ou GFI en anglais, une fiche sur l'affichage des composantes électriques. Bien d'autres fiches sont actuellement en développement. Vous trouverez notamment une fiche sur les génératrices portatives, comment manœuvrer un sectionneur, etc. Si vous avez manqué l'un de nos 6 webinaires sur le sujet, pas de problème, ils sont toujours disponibles pour téléchargement. Vous pourrez donc les visionner avec les gestionnaires et les travailleurs concernés.
Mon collègue Pascal Gagnon et moi avons élaboré une directive, des organigrammes, une procédure ainsi que plusieurs autres outils adaptés aux services de prévention des incendies concernant le cadenassage. Les situations où cette procédure est applicable sont l'extinction d'un incendie sur une partie d'une machine ou d'un procédé qui pourrait compromettre la sécurité d'un pompier. Les sauvetages non spécialisés comme le sauvetage en ascenseur et les sauvetages techniques plus spécialisés comme le sauvetage en espace clos, la désincarcération dans une machine et pour assurer la continuité de la maîtrise des énergies dangereuses lors de situations particulières. Donc, pour aider les services de sécurité incendie, nous avons développé une directive de cadenassage, des logigrammes, une analyse sécuritaire de l'intervention, des procédures d'opération normalisées, un avis de réintégration de propriété après l'intervention du service de sécurité incendie et un registre des cadenas d'emprunt et de contrôle. Vous avez aussi une liste du matériel de cadenassage et bien d'autres outils qui répondront à vos besoins. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Amélie Trudel. Bonjour à tous. Concernant travail à risque de noyade, en fait, les modifications réglementaires qui datent de 2022, en fait, un travailleur est considéré à risque de noyade dans l'eau s'il se situe dans une des zones suivantes, c'est-à-dire au-dessus ou à moins de 2 mètres de l'endroit où la profondeur de l'eau excède 1,2 mètres sur plus de 2 mètres de largeur ou d'un endroit où le débit d'eau peut entraîner une personne. Ceci s'applique pour les plans d'eau, les cours d'eau, les bassins et les piscines aussi. À noter que le travail dans une embarcation non pontée ou sur le pont d'une embarcation pontée est également considéré comme du travail à risque de noyade. Il s'applique à tout travail d'urgence, donc on va inclure aussi les travaux qui se font en urgence ou le travail qui est effectué par des intervenants d'urgence, sauf pour le travail en plongée. Le travail en plongée est déjà couvert par une section complète du RSST, donc il n'est pas considéré ici, mais pour tout le reste, il faut considérer le travail à risque de noyade avec les éléments de prévention qui s'y appliquent. Donc, la seule exception, sinon, c'est le fait d'être protégé par le fait de tomber à l'eau, donc le fait de chuter à l'eau. Donc, s'il y a un garde-corps, par exemple, autour d'un équipement ou d'un bassin, comme par exemple aller prendre des échantillons d'eau, donc il y a un équipement de protection collectif, donc ce ne serait pas considéré comme un travail à risque de noyade puisque le travailleur est protégé efficacement. Donc, l'esprit derrière le règlement, il faut le comprendre, c'est le fait de permettre la chute à l'eau, mais de ne pas se noyer, donc d'empêcher la noyade. Donc, on vise à ce que les travailleurs, évidemment, demeurent au sec, c'est-à-dire, évidemment, qu'ils ne tombent pas. Et s'ils tombent, il faut à tout prix éviter que ceux-ci se noient. Différentes capsules, en fait, 2 capsules ont été produites pour expliquer notamment la réglementation applicable, donc qui est la première vidéo. La capsule, donc, qui va définir l'ensemble des travaux à risque de noyade et les exemples de travaux pour le secteur municipal qui sont réalisés soit en bordure ou au-dessus de l'eau. La deuxième capsule explique comment prendre en charge ce risque. À cet effet, il y a des outils qui ont été développés, qui ont été placés sur le site concernant ces obligations. Donc, 2 fiches qui servent à la cueillette de renseignements, donc la caractérisation des milieux. Il y en a une qui est pour bassin ou piscine et l'autre concerne les plans d'eau, cours d'eau, donc tout ce qui est milieu naturel et qui répondent à l'obligation de procéder à la cueillette d'infos sur le site directement où est-ce que se font les travaux, ainsi que 2 autres fiches complémentaires qui visent à identifier les tâches, les risques et les mesures de prévention qui sont à appliquer ou qui sont applicables ou à mettre en place en fonction des tâches qui sont effectuées en bordure ou à proximité de l'eau. Vous trouverez aussi un exemple de plan de sauvetage, puisque ceux-ci sont tous, ceci est inclus, en fait, le plan de sauvetage est inclus dans l'ensemble des documents qui sont obligatoires et en vertu du RSST, donc règlement qui s'applique aux établissements, ou le CSTC, là, en fonction du chantier de construction.
Notez que ces documents ont été rendus disponibles grâce à la collaboration de la Ville de Montréal, la Ville de Longueuil aussi et l'ARAC, l'Association des responsables aquatiques du Québec. Toujours dans ce dossier, des documents de référence supplémentaires ont été placés sur notre site auxquels l'APSAM a collaboré, notamment le guide de la CNSST, donc guide de prévention travail à risque de noyade dans l'eau, qui a été réalisé par la CNSST avec notre collaboration. Et un chercher l'erreur sur les travaux aussi à risque de noyade qui a été publié dans le Prévention Travail en 2023, notamment grâce à la collaboration, à la participation de la ville de Sherbrooke. Je cède maintenant la parole à ma collègue Christine. Donc, bonjour tout le monde. De mon côté, je vais vous présenter nos nouveautés dans 2 dossiers, en fait, dans le dossier de l'ergonomie et dans le dossier de la santé psychologique au travail. Je vais débuter avec ergonomie, qui est un dossier sous la responsabilité de mon collègue Benjamin Ritsouci. Donc, vous le savez, il y a plusieurs installations aquatiques qui vont utiliser des plateformes d'enseignement dans le cadre de différents cours qu'ils offrent, là, notamment des cours aux enfants. L'installation, le rangement de ces plateformes-là d'enseignement, ils peuvent entraîner différents risques à la santé et sécurité. On parle, par exemple, de risques ergonomiques liés aux efforts là, excessifs qui doivent être faits pour soulever les plateformes, pour l'installation des plateformes. Parfois, il y a aussi l'adoption de postures contraignantes. En plus des risques ergonomiques, il y a aussi un risque de coincement aux orteils, notamment parce que les employés qui effectuent ces tâches-là, ils sont pieds nus. Risque de chute, glissade et trébuchement. On est à côté d'une piscine, donc on travaille sur une surface mouillée. Et il y a également un risque de chute dans l'eau. Donc, pour soutenir les organisations municipales en lien avec la gestion de ces risques-là, l'APSAM a travaillé avec un comité de travail paritaire de la ville de Longueuil pour réaliser une capsule vidéo qui vient démontrer une nouvelle méthode sécuritaire de travail. Et pour compléter la capsule vidéo, il y a un document qui est personnalisable, qui va venir décrire cette nouvelle méthode sécuritaire-là de travail. Donc, on vous invite à personnaliser là, le document à la réalité de vos installations aquatiques. Toujours dans le dossier de l'ergonomie, on le sait, dans le secteur municipal, les risques ergonomiques sont responsables de plusieurs lésions. Donc, pour soutenir notre clientèle en lien avec la gestion des risques ergonomiques, on a publié 3 fiches qui adressent des tâches fréquentes de manutention manuelle. Tout d'abord, la première fiche concerne la manutention à 2. La deuxième fiche concerne le pelletage qui va devenir très d'actualité dans les prochains jours, prochaines semaines avec la neige qui s'en vient. Et finalement, la troisième fiche concerne la manutention de sacs lors du travail à la chaîne. On peut penser, par exemple, à des situations de déplacement de sacs de sable dans les périodes d'inondation. Donc, c'est super facile de retrouver l'information sur ces fiches-là parce qu'elles ont toutes la même structure. Comme vous le voyez à l'écran, elles sont super visuelles. Il y a plusieurs photos, plusieurs illustrations qui ont été intégrées aux fiches pour faciliter la compréhension du contenu. Elle aborde aussi le concept de la hiérarchie des mesures de prévention. Donc, à titre d'exemple, on va amener le lecteur à se questionner pour réduire les risques ergonomiques. Est-ce que c'est possible d'utiliser un équipement d'aide à la manutention plutôt que de faire la manutention de façon manuelle? Donc, on vous invite à utiliser ces fiches-là dans vos milieux de travail, là, notamment, ça peut être intéressant pour animer une pause santé-sécurité. Dernière nouveauté dans le dossier de l'ergonomie, en fait, c'est la refonte de notre formation en ergonomie au bureau. Cette formation-là s'adresse à des personnes ressources qui vont avoir un rôle à jouer dans leur organisation pour accompagner, pour guider leurs collègues dans l'ajustement de leur poste de travail informatisé, donc autant au bureau ou à la maison. On sait que de plus en plus de gens là, qui sont en télétravail ou en mode hybride. Donc, cette formation-là, auparavant, elle était d'une durée de 2 jours. Le contenu a été ramené aux éléments essentiels, ce qui fait qu'elle est maintenant d'une durée de 4 heures et elle peut être donnée là, autant en format présentiel ou encore en virtuel.
Pour l'avoir suivi récemment, c'est une formation qui est très dynamique avec beaucoup d'exercices pratiques, des capsules vidéo aussi là, qui ont été intégrées dans le contenu de la formation. C'est une formation évidemment qui touche le savoir, le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, notamment parce que la formation intègre des conseils en lien avec la communication auprès des collègues. Donc, les personnes ressources, c'est des gens qui vont faire de l'accompagnement de leurs collègues. Donc, tout l'aspect de la communication est super important. Donc, il y a des capsules là, qui ont été intégrées sur cet aspect-là. Les participants vont repartir de la formation avec un cahier du participant qui vient résumer les principaux éléments là, vus en formation et aussi avec la fiche d'ajustement de poste de travail informatisé qui va être utile et qui va permettre de soutenir les personnes ressources dans leur rôle. Donc, voilà pour le dossier ergonomie. Maintenant, dans le dossier de la santé psychologique au travail, puis je voyais là, dans le slide que Diane a proposé là, en début de présentation que c'est quand même une thématique là, sur laquelle quelques-uns d'entre vous travaillent. Donc, il y a plusieurs nouveautés dans le dossier de la santé psychologique. C'est un dossier qui bouge beaucoup actuellement. Vous l'avez peut-être constaté, là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais la CNSST a lancé là, hier, si je ne me trompe pas, une nouvelle campagne de sensibilisation sur la thématique de la santé psychologique au travail avec des affichettes également là, qui accompagnent cette campagne-là. Donc, on voit qu'on n'a pas fini d'entendre parler du dossier de la santé psychologique. J'ai oublié de le mentionner, c'est un dossier sur lequel je travaille personnellement là, en collaboration avec ma collègue Audrey-Anne. Donc, dans un premier temps, récemment, on a revu complètement notre fiche santé, pardon, pas notre fiche, notre page web santé psychologique vue globale, qui est en quelque sorte notre page d'entrée pour le dossier de la santé psychologique. Donc, dans cette page-là, on va venir démystifier c'est quoi la santé psychologique. On explique aussi en quoi le travail influence la santé psychologique et on vient également présenter les 4 étapes de la démarche de prévention en santé psy. Et pour vous soutenir dans chacune de ces étapes-là, on vous réfère là, à différents outils. Donc, si vous questionnez, vous ne savez pas par où commencer en santé psychologique, c'est vraiment une bonne idée d'aller consulter dans un premier temps cette page-là. Ensuite, ça fait déjà un petit bout de temps que notre fiche santé psychologique au travail, reconnaître et agir a été publiée, mais c'est un document pour lequel on reçoit très souvent des commentaires positifs. Donc, c'est une fiche qui est très appréciée de la clientèle. On voulait profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous rappeler l'existence de cette fiche-là. En fait, elle vise à vous aider, donc autant comme gestionnaire que comme collègue, si vous voyez que quelqu'un dans votre équipe semble moins bien aller. Donc, comment je peux faire pour détecter qu'une personne va moins bien, puis c'est quoi les bonnes stratégies pour offrir mon soutien à cette personne-là. Donc, cette fiche-là, elle vise à vous aider dans ce sens-là. Une autre fiche qu'on a publiée en juin dernier, c'est la fiche santé psychologique comprendre pour s'engager. Donc, on le sait, parmi les facteurs, les conditions gagnantes de l'implantation d'une démarche de prévention, là, en santé-sécurité en général, mais ça ne fait pas de différence en santé psychologique. L'engagement de la direction et des autres parties prenantes, c'est essentiel là, si on va obtenir des résultats par notre démarche de prévention. Donc, cette fiche-là, elle vise à vous aider à obtenir justement cet engagement-là, que ce soit l'engagement de la direction générale, de la direction d'un service, d'un comité de santé-sécurité, de représentants syndicaux. Elle vise à vous aider à convaincre, dans le fond, ces parties prenantes de l'importance d'agir en prévention en santé psychologique. Donc, elle dresse en fait les grandes thématiques là, qui pourraient être abordées, par exemple, dans une rencontre avec une ou l'autre de ces parties prenantes. La fiche est accessible sur notre page, justement, santé psychologique vue globale. Finalement, on trouvait important de vous mentionner que la CNSST, est aussi très active. Là, je l'ai mentionné tout à l'heure dans le dossier de la santé psychologique au travail. Cet été, la CNSST a publié des pages web, des aides-mémoires sur 3 risques psychosociaux du travail et sur 5 facteurs de risques psychosociaux. Ces outils-là, essentiellement, ils visent évidemment à vous informer, mais ils visent aussi à vous soutenir dans votre démarche de prévention, vous soutenir au niveau de l'identification, de la correction et du contrôle, finalement, des risques psychosociaux ou des facteurs de risques psychosociaux.
Donc, j'y vais avec, de mon côté aussi, avec une question Slido. Donc, c'est la même procédure que vous avez utilisée avec Diane, donc à vos téléphones ou à votre ordinateur. Donc, selon vous, la question que je vous pose, c'est un vrai ou faux. Donc, selon vous, est-ce que la prévention des problèmes de santé psychologique est une responsabilité partagée? Selon vous, est-ce que la prévention en santé psychologique est une responsabilité partagée ou chaque acteur a un rôle à jouer? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Pour le moment, ce que je vois, c'est que je ne vais pas influencer votre réponse. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Je vois que le nombre de répondants grimpe. À date, on a pas mal l'unanimité dans la réponse. OK, donc je vais y aller. En fait, pour le moment, dans le fond, ce que moi je vois, c'est que 100% des personnes qui ont répondu à la question, vous êtes d'accord avec le fait que la prévention des problèmes en santé psy, c'est une responsabilité partagée. Donc, c'est la réponse qu'on attendait. En fait, depuis l'entrée en vigueur de la LMR-SST, puis ma collègue Amélie là, va venir vous entretenir un petit peu plus sur la LMR-SST. La LSST, elle prévoit maintenant des obligations explicites en matière de santé psychologique au travail, à la fois pour les travailleurs via l'article 49 et aussi pour l'employeur à l'article 51, où il y a maintenant une obligation, là, comme je le disais, explicite de protéger l'intégrité psychique des employés. Donc, avec ces modifications-là, il fait vraiment plus de doute là, que la santé psychologique, les risques psychosociaux du travail, ils doivent être pris en compte par vous, par les milieux de travail, au même titre que les autres risques en santé et sécurité du travail. Donc, maintenant, si on passe à un volet plus spécifique du dossier de la santé psychologique et c'est dans le fond, des outils que je vais vous présenter qui s'adressent aux services d'urgence et qui adressent justement, des risques psychosociaux qui est priorisé par la CNSST, donc l'exposition à un événement potentiellement traumatique. Donc, pour soutenir les services d'urgence dans la prise en charge de ce risque-là, on a développé des nouveaux outils. Dans un premier temps, on a publié un plan d'action. Donc, ce document-là s'adresse à l'ensemble des services d'urgence. Et dans ce document-là, on vient présenter les étapes à suivre pour développer ou pour améliorer votre programme de gestion globale des événements traumatiques au travail. Donc, c'est quoi ça, un programme de gestion des événements traumatiques au travail ou EPT. Là, des fois, je vais utiliser EPT. Donc, c'est un programme qui va regrouper essentiellement les mesures que vous allez mettre en place pour prévenir le trouble de stress post-traumatique, pour soutenir vos intervenants d'urgence qui ont été impliqués dans un événement potentiellement traumatique et pour favoriser le rétablissement d'intervenants qui pourraient être affectés à la suite de l'événement. Donc, ce document-là, je vous le répète, le plan d'action, il s'adresse à l'ensemble des intervenants d'urgence. De façon complémentaire au plan d'action, on a aussi mis en ligne 3 nouveaux outils qui, pour le moment, sont adaptés aux policiers et aux pompiers. L'ajustement des 3 prochains documents aux préposés aux communications d'urgence va se faire prochainement. J'ai oublié de le mentionner, mais vous le savez assurément, là, quand on parle de services d'urgence municipaux, là, on fait référence à la police, pompiers et préposés aux communications d'urgence. Donc, justement, je vous disais qu'on avait 3 documents qui, pour le moment, étaient personnalisés aux policiers et aux pompiers. Donc, dans un premier temps, on retrouve un outil d'auto-évaluation, outil qui vise à vous permettre à un comité de santé et sécurité, par exemple, de faire le portrait de la prise en charge relativement au risque d'exposition aux événements traumatiques dans votre service. Donc, qu'est-ce qui est déjà en place? Qu'est-ce qui est présent peut-être puis qui n'est pas nécessairement appliqué ou qu'est-ce qui est absent et sur lequel on aurait intérêt à travailler pour augmenter notre prise en charge du risque d'exposition aux événements traumatiques. Donc, cet outil-là d'auto-évaluation vise à faire le portrait pour, par la suite, être en mesure de cibler des priorités sur ce qui est à mettre en place et traduire ces priorités-là dans un plan d'action.
Le deuxième outil, en fait, le troisième outil qui est aussi accessible pour les policiers et les pompiers, c'est un exemple de protocole de prise en charge des événements qui vient donner une idée des actions qui peuvent être mises en place, dans le fond, sur les lieux mêmes de l'intervention, de retour au poste, par exemple, ou en caserne, dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent la survenue d'un événement potentiellement traumatique, là, en fait, jusqu'à 1 mois après la survenue d'un événement. Et finalement, le dernier document qu'on a qui est disponible, c'est un document qui s'appelle Bonnes pratiques de soutien qui vient donner des exemples de pratiques de soutien positives à différentes périodes de temps après la survenue d'un événement, donc soit dans la période 0-24 heures, 24-72 heures ou 72 heures à 1 mois après un événement. Donc, tous ces outils-là sont là pour vous aider à mettre en place des mesures de prévention relativement au risque d'exposition aux événements traumatiques. Toujours dans le dossier stress post-traumatique intervenant d'urgence, on a aussi créé 3 capsules d'information qui ont été faites en collaboration avec le service incendie de la ville de Laval. Donc, c'est des capsules tournées avec le service incendie, mais le contenu de ces capsules-là peut être aussi là, pertinent pour les policiers et pour les répartiteurs préposés aux communications d'urgence. Les capsules ont notamment comme objectif de sensibiliser les intervenants à l'importance du soutien social positif après un événement marquant, soutien social qui est par ailleurs là, un facteur de protection primordial, super important en santé psychologique au travail. Et finalement, toujours dans le dossier de la santé psychologique au travail, on sort un petit peu du dossier événements traumatiques. Je voulais vous informer, on est très content de ça, de la publication d'un nouveau guide d'information sur la prévention du suicide chez le personnel policier, donc guide qui a été publié la semaine dernière par l'IRSST. Ce document-là a été produit à la demande de l'APSAM et ma collègue Amélie et moi, là, on a contribué à la rédaction du contenu du guide. Donc, dans ce guide-là, il y a beaucoup d'informations, là, évidemment, qui sont présentées, mais notamment, on va retrouver des facteurs d'influence des comportements suicidaires et du suicide. Donc, on parle de facteurs de risque, de facteurs de protection, de facteurs précipitants du suicide. On va retrouver également des pistes d'action pour les organisations policières, autant en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, c'est un guide qui va venir s'intéresser, qui s'adresse, pardon, à l'ensemble des organisations policières, mais à tous ceux et celles là, qui sont intéressés par la prévention du suicide chez le personnel policier. Toutefois, la prévention du suicide, on le sait, c'est un enjeu là, qui touche d'autres milieux de l'urgence. Donc, le contenu de ce guide-là, notamment les pistes d'action, peuvent être utiles là, à d'autres organisations qui embauchent du personnel de la sécurité publique. Encore une fois, là, pour le secteur municipal, on pense aux pompiers et aux répartiteurs 911. Donc, ça fait le tour de mon côté pour les nouveautés en ergonomie et en santé psychologique au travail. Je passe maintenant la parole à ma collègue Amélie. Bonjour encore. Modernisation du régime de SST. En fait, en début de présentation, on vous a présenté ce schéma-ci. Donc, beaucoup de changements réglementaires, on le sait actuellement, mais tout ceci se fait aussi dans un plus gros contexte qui s'appelle la modernisation du régime de SST. Donc, la loi modernisant le régime de SST a entraîné et entraînera différentes modifications en santé-sécurité. Les obligations définitives qui seront fixées dans le règlement sur l'organisme de prévention et de participation devraient venir au plus tard, au 6 octobre 2025. Sur, en fait, les mécanismes de prévention et de participation sont principalement les 2 volets majeurs qui sont concernés au niveau de cette modernisation-là. Donc, programme de prévention, aucun changement, c'est-à-dire pour l'instant, il est obligatoire pour tous. Il l'était obligatoire pour tous au niveau du secteur municipal. Il le demeure. Au niveau des mécanismes de participation, donc ça réfère au comité santé-sécurité et à nos 2 nouveaux rôles qu'on voit apparaître dans le secteur qui s'appellent représentants ou agents
de liaison en santé et en sécurité. Notez que le comité santé-sécurité est obligatoire maintenant dans les établissements de 20 travailleurs et plus, et le représentant en prévention et le représentant en santé-sécurité, anciennement le représentant en prévention, aussi. Pour les établissements de 19 travailleurs et moins, c'est l'agent de liaison qui pourra être nommé par les travailleurs là, pour agir au niveau de la prévention. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'éléments. On essaie le plus possible de vous rendre les documents le plus accessible possible. Donc, sur notre page, dans la section gestion de la prévention, législation, vous allez trouver le thème loi modernisant le régime de SST et plusieurs sous-pages. Donc, vous avez régime intérimaire pour la loi, régime modernisé pour l'établissement et régime modernisé qui s'applique au niveau des chantiers de construction. Donc, vous allez voir différents, notamment tableaux comparatifs, c'est-à-dire qu'on vous a réécrit les textes parce que, comme Hélène le disait tout à l'heure, ça prend un certain temps, entre autres au niveau de publication du Québec, de publier les textes finaux, mais aussi c'est qu'avec le régime modernisé, les textes ne sont pas d'application maintenant, donc ne sont pas encore publiés. Fait qu'on vous a fait des tableaux comparatifs pour vous démontrer clairement quels articles ont été modifiés et quand est-ce qu'ils vont s'appliquer en lien avec le régime ancien, intérimaire et modernisé, donc en 3 temps. Donc, vous trouverez tout ça sur une de nos pages concernant les régimes, la loi modernisant le régime. Quand vous nous appelez, là, vous avez été quelques-uns déjà à nous appeler, souvent on va vous dire, avez-vous vu le document outil d'évaluation des mécanismes de participation? C'est une façon plus facile pour nous de vous aider à vous aider, là, donc de vous aider à vous aider. Donc, le fichier Excel qui permet aux organisations de dresser le portrait de façon paritaire sur qu'est-ce que vous avez actuellement comme travailleurs, dans quel établissement, sur quel type de travailleur, quel type de travail est effectué dans cet établissement-là. Et vous allez être appelé à noter qu'est-ce que vous aviez avant comme comité ou comme représentant. Qu'est-ce que le régime intérimaire vous oblige? Donc, vous allez voir changer là, les cases au fur et à mesure que vous allez le remplir. Donc, c'est la même chose après pour les exigences au régime modernisé. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous asseoir, de placer les éléments. On s'en sert aussi, pour avoir tout le monde un pied d'égalité sur la discussion. Donc, avec les instances syndicales, avec les travailleurs, avec l'employeur, sur la structure de la ville, sur vers où on veut s'en aller. Puis, ça permet aussi de soutenir les directions générales dans des décisions qu'ils auront à prendre en lien avec les mécanismes là, qui devront être mis en place. Donc, l'outil Excel avec une vidéo qui vous permet de placer ces éléments-là sur une structure éventuelle maintenant et éventuelle à mettre en place. Donc, la vidéo aussi accompagne cet outil. Aussi, en lien, en fait, dans cet outil-là Excel, vous allez voir une colonne qui s'appelle multi-établissement. La CNSST a sorti un guide pour l'expliquer un petit peu plus. On a fait un webinaire à la fin du printemps ou au début de l'été, là, en juin, sur ça. Sachez que ma collègue Audrey-Anne, qui travaille notamment sur ce dossier-là, a développé un outil d'information et un peu plus d'aide à la décision, disons, sur le regroupement d'établissements pour l'application des mécanismes dans le secteur. Donc, cet outil-là est super convivial et vous permet un peu de vous démêler dans les moultes critères qui pourraient vous guider dans l'approche multi-établissements. Donc, voir est-ce que c'est possible ou non de regrouper des établissements. Si c'est possible, je vous rappelle que vous auriez alors seulement un programme de prévention, un CSS et un RSS pour l'ensemble de ceux-ci. Mais voilà, on ne vous cachera pas que ce n'est pas facile d'appliquer la notion de regroupement d'établissements pour le secteur, mais il y a quand même les éléments et vous avez l'outil pour y arriver.
Donc, une fois que vous avez décidé de votre structure à partir notamment du Excel, ben, ça prend des comités. Donc, si vous n'en aviez pas, si vous souhaitez en mettre un ou que vous avez l'obligation, donc je vous rappelle, 20 travailleurs et plus dans un établissement, obligation de mettre en place un comité de santé et de sécurité. Donc, en fonction de vos statuts, vous allez devoir déterminer quel document vous allez pouvoir utiliser. Donc, ces documents-là, sur la page Comité de santé et sécurité, qui sont dans Gestion de la prévention, structure organisationnelle, vous allez trouver soit comment je fais pour me conformer. J'ai déjà un CSS, je veux juste le conformer à ce qui s'en vient ou au régime intérimaire. Donc, vous avez le document de gauche. Le document de droite, j'en ai pas. Puis comment je vais faire pour le mettre en place? C'est notamment l'outil qui s'appelle mise en place d'un comité de santé et sécurité efficace dans le cadre du régime intérimaire. Sachez que c'est le document qui nous sert à vous guider au cours de la formation qui est donnée là, par les conseillers, notamment au niveau du comité santé et sécurité du travail. Donc, une fois que ça s'est mis en place, vous pouvez suivre la formation et sauter à pieds joints dans le mécanisme de prévention, qui est le programme de prévention. Programme de prévention, je vous le rappelle, est obligatoire dans le secteur municipal depuis l'établissement de la première loi, c'est-à-dire 1979. Donc, certains méritent d'être dépoussiérés, d'autres d'être actualisés ou d'autres d'être tout simplement mis en place. Donc, ce programme, on vous aide à dire de qu'est-ce que c'est un programme, comment ça marche, que ce soit aujourd'hui, avant ou au régime modernisé, c'est à peu près les mêmes éléments qui sont positionnés. Donc, vous avez le document de gauche qui sert à évaluer qu'est-ce que vous avez en place comme mécanisme de prévention. Donc, c'est un bilan des activités à faire en santé et sécurité afin de cibler les activités qui seront à mettre en œuvre pour atteindre la conformité légale minimale qui est exigée au sens de la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, les obligations comprennent, comme je vous disais, oui, la modification du contenu à l'article 58-59 du régime modernisé qui va s'en venir, mais il y a déjà la majorité de ces obligations-là qui sont prévues à l'article 51 aussi. Donc, ce document-là permet d'évaluer quelles sont les conditions gagnantes que je dois mettre en place pour que ça perdure dans le temps, mon affaire. Je ne veux plus recommencer, je veux que ça perdure dans le temps. Donc, les conditions gagnantes et les éléments qui sont prévus là, aux articles 58-59 concernant le programme de prévention propre à chaque établissement. En utilisant cet outil-là, vous allez avoir accès aussi à la colonne de droite, à des outils qui sont disponibles sur notre site et vous allez pouvoir le personnaliser avec l'espèce de modèle, en fait, le modèle semi-rempli, en fait, rempli d'activités, mais qui n'attend que vos responsables et vos échéanciers là, pour être mis en place là, directement dans vos établissements. Donc, pour chacune des composantes du programme de prévention, il y a des activités qui sont suggérées et vous devez nommer responsable et échéancier. La colonne de droite, je vous le mentionne, c'est tout expliqué sur nos outils, sur notre site, mais c'est pour que vous indiquiez là quels sont les numéros de documents que vous avez mis en place dans votre milieu ou pour vous amener sur notre site web pour des références à des outils qui pourraient vous aider là, à créer les vôtres. À ce sujet, notamment, à la politique santé-sécurité, on vous dit il est obligatoire d'en faire une. Maintenant, elle doit dorénavant, depuis la modernisation, y inclure aussi spécifiquement les aspects d'intégrité psychologique, donc tout ce qui concerne la santé psychologique. Sachez que le modèle qui est sur notre site a été actualisé là, par ma collègue Karine Charbonneau et moi. On a travaillé sur l'actualisation de cette politique. Donc, vous la trouverez sur notre site. Est-ce que maintenant qu'on a parlé, dresser un petit portrait vite de ce que c'est un programme, est-ce que vous avez des programmes de prévention? Est-ce qu'ils sont élaborés, à jour, connus, appliqués, en cours d'élaboration ou inexistants? Je vous laisse quelques minutes pour répondre.
OK. Donc, tout le monde a des plans qui sont élaborés. Vous comprenez que, oh, ça se déplace quand même. Élaboré, connu, à jour. Vous êtes bon? Je vois quand même quelques inexistants. Je vous laisse encore un peu de temps. C'est une question qui est importante pour nous, qui nous donne une idée de comment on va pouvoir mieux vous accompagner avec ce qu'on a, avec comment on pourra les faire. Sachez que pendant que vous continuez à répondre, les critères qui sont là ne sont pas anodins. C'est-à-dire qu'un programme de prévention se doit, en fonction du texte de loi, d'être élaboré, d'être à jour et d'être appliqué. Donc, ce sont 3 critères distincts pour évaluer la qualité d'un programme de prévention. Donc, en fonction de ces différents critères-là, c'est ce que vous voyez là. Donc, je vous le répète, là, un programme de prévention au sens de la loi se doit d'être élaboré, donc écrit, disponible, papier. Il doit être à jour, donc on doit voir sur quoi vous avez travaillé, sur quoi vous travaillez dans les prochaines années, donc avoir une notion d'action, d'éléments là, à mettre en place qui sont dans ça, et appliquer. C'est-à-dire que si je pogne n'importe quel travailleur sur une équipe de travail et je dis ton programme de prévention, il est où? Tous doivent répondre, il est disponible dans l'ordinateur à tel endroit ou à tel poste, ou il est affiché à telle place. Donc, un travailleur sur le terrain se doit de connaître son programme de prévention qui lui est applicable à lui-même. Donc, ça bouge plus beaucoup. Juste, Audrey, me faire un signe de tête. Oui, c'est ça. Donc, on est en cours d'élaboration à 35-36 %. Donc, on ne lâche pas. On va, en cours d'élaboration, c'est quasiment une question piège sur le à jour ou en mise à jour, parce que si vous êtes en train de l'élaborer ou de le mettre à jour, évidemment, c'est parce que vous êtes dynamique. Donc, lâchez pas. Pour vous soutenir, notamment dans une partie importante de ce qui est la mise à jour du programme de prévention, consiste à l'activité qui s'appelle analyse des tâches. Donc, des outils qui ont été récemment publiés sur notre site Internet par ma collègue Anne-Claude et moi, entre autres, sur l'analyse des tâches. Donc, on vise beaucoup, là, si vous avez lu un peu les textes sur la modernisation, vous voyez apparaître les éléments identification et analyse des risques. Donc, la CNESST insiste pertinemment sur quelles sont les tâches, les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent et qui doivent être applicables par vos travailleurs. Donc, 5 outils grossièrement qui ont été publiés. On va les regarder tranquillement un à un. Ils sont tous accessibles en format Word, donc vous pouvez tous les bonifier, les mettre à jour et les changer, les mettre aux couleurs de vos organisations sans problème. Donc, le premier outil, c'est la procédure. Donc, procédure qui, quoi, quand, comment. Donc, où est-ce qu'on fait ça, comment on fait ça. Modèle qui est téléchargeable encore sur notre site dans la section identification des risques, analyse des tâches à l'activité. Donc, n'oubliez pas, hein, on insiste souvent, si vous avez suivi quelques-uns de nos cours, sur les responsabilités fonctionnelles. Donc, divisez-vous la tâche. Qui va faire ça, puis comment? Donc, c'est ce que vise directement une procédure. Ça vise une uniformisation, une uniformité à travers aussi vos différents comités santé-sécurité ou équipes de travail qui voudraient travailler sur ça. On commence par où? On fait quoi? On va vous suggérer d'abord ce qu'on a appelé un document qui a été publié qui s'appelle « Bilan des activités et des tâches ». On s'est assis à 10 conseillers puis on a mis sur papier qu'est-ce que vous faites dans une ville. Donc, l'ensemble grossièrement des inventaires des services qui sont faits par les municipalités, que ce soit pompiers, policiers, sociétés de transport, vous allez vous y retrouver aussi dans une section dans le programme un petit peu plus bas, notamment sur quelles sont les activités et les tâches qui sont effectuées. Donc, est-ce qu'on connaît, on a mis sur papier un peu l'expérience qu'on a des situations à risque du secteur municipal.
Donc, l'objectif de ce document-là, c'est de dresser un inventaire des tâches qui sont effectuées par vos travailleurs, travailleuses afin de prioriser laquelle devrait être analysée. Donc, idéalement, on vous recommande de faire ça de façon paritaire. Ça peut être soit un atelier, une équipe de travail contre un maître travailleur qui va faire le ménage dans les tâches qui sont effectuées dans son service. Ça peut être un comité santé-sécurité qui le fait de façon globale, par exemple dans un service de police. Donc, on va demander là, la participation de différents services ou différents travailleurs pour avoir le plus de précision possible. Donc, chacun des services, on devra adapter ce document. On valide les activités, les tâches qui sont effectuées par les travailleurs, les travailleuses. Les sous-traitants, s'il y en a aussi, on va le cocher, on va le garder, on va identifier là, la colonne appropriée. Si c'est une tâche qui est inexistante, faites juste le cocher et ne l'enlevez pas. Parce que ce qu'on vise, entre autres, c'est que si dans le futur, quelqu'un a un projet, par exemple, d'ajouter une piscine sur le territoire, bien, vous aurez déjà quelques éléments à faire penser en lien avec l'entretien, par exemple, ou les éléments de sécurité qui devront être considérés là, pour l'ajout de cette tâche-là ou de cette activité-là pour le citoyen. Ajoutez les infos qui sont pertinentes dans chacune des colonnes. Il y a des tâches, des sous-tâches qui ne sont pas là, rajoutez-les. Et ensuite, on priorise. Donc, en fonction de différents critères. Est-ce qu'on a des lésions professionnelles? Est-ce qu'on le sait que ça peut être super grave ce qui pourrait arriver là? Est-ce qu'il y a des rapports d'intervention déjà? Est-ce que c'est des tolérances zéro de la CNESST? Est-ce que c'est tout simplement une priorité organisationnelle chez nous, les chutes et glissades? On veut y travailler directement, donc on va venir viser les tâches où est-ce qu'il y en a le plus, par exemple. Ou on le sait que l'hiver s'en vient, on a des travaux de déneigement à faire, donc on va prioriser la réalisation là, des éléments de santé et sécurité en lien avec ces travaux-là qui s'en viennent plus rapidement que d'autres travaux qui seraient faits juste au printemps prochain, par exemple. Ensuite, on prend la fiche d'analyse des tâches, donc c'est une fiche, un outil, un modèle parmi tant d'autres. Il y en a toutes sortes d'autres qui sont accessibles sur notre site, notamment Ville de Montréal, Ville de Québec qui nous ont rendu leurs outils disponibles. Mais vous avez ici une fiche qu'on juge que dans le secteur, pour la majorité, vous allez être capable de utiliser facilement cet outil pour réunir les informations qui sont importantes en lien avec les risques, les mesures à prendre, les mesures qui sont déjà prises. Vous avez, pour vous aider à découvrir quels sont les risques, un outil aide-mémoire qui a été développé. Donc, il est basé sur les outils qui sont disponibles, notamment au niveau de la CNESST, mais on a essayé d'adapter un peu les exemples. Dans le milieu, la colonne du milieu, c'est des exemples du secteur municipal. Donc, des termes, des mots qu'on pense qui vont vous rejoindre plus directement comme travailleur municipal, donc qui ont été là. Je vous amène notamment une petite note. Pour les risques psychosociaux, Christine et Audrey-Anne, notamment, ont travaillé super fort pour identifier des exemples de situations qui sont plus détaillées pour vous donner un peu de mots sur c'est quoi. Tu sais, exemple, justice organisationnelle, OK? Bien, vous avez un peu plus d'exemples de ce que ça veut dire concrètement, puis de comment ce risque pourrait être présent dans certaines situations. Donc, on sait qu'il y a plusieurs comités qui travaillent. Outils, aide-mémoire pour l'identification des risques, notamment pour les RPS. Vous allez trouver là, toutes sortes d'exemples de pistes d'action intéressantes pour nommer vos risques. Une fois tout ça complété, on en arrive avec un résultat qui s'appelle une fiche de prévention. Ce qu'on vise avec cette fiche-là, c'est de regrouper l'information, résumer les principales étapes de tâches, risques, mesures de prévention, méthodes de travail applicables, formation, EPI, info à transmettre, qui soit sous une même fiche. On vise à ce que ce soit un genre de recto-verso utilisable par les contremaîtres, notamment, soit par pause sécurité. Puis ce sont toutes ces fiches-là qui vont garnir votre programme de prévention. Si vous ne savez pas trop par où partir, sachez que nous avons créé différents outils et il y en a d'autres à venir un jour. Tous les plans d'action spécifiques. Donc, si vous allez travailler, par exemple, sur un risque, exemple, travail en espace clos, creusement, tranchée, excavation, vous avez ce qu'on appelle des plans d'action spécifiques qui vont vous aider à identifier les tâches et les risques qui sont utiles pour vos analyses de tâches. Sinon, vous avez un outil d'aide à l'analyse des tâches, exemple Arena, qui serait utile où est-ce que vous avez déjà une partie de l'aide de l'analyse des tâches qui est effectuée. Gros dossier qui est disponible sur notre site en totalité. Restez à l'affût. En fait,
deux petites choses que je dois vous transmettre. Santé Psy, il y a des nouveaux outils à venir, notamment un outil d'auto-évaluation en prévention de la santé psychologique qui va être publié prochainement. Donc, qui va vous aider à faire le portrait organisationnel de votre prise en charge, notamment des RPS, des risques psychosociaux du travail. Donc, il sera éventuellement accessible sur la page Santé Psy vue globale. Sachez que Hélène, avec d'autres conseillers, notamment inter-ASP, avec d'autres ASP, travaille super fort sur l'ensemble de la mise à jour Espace Clos. Donc, beaucoup d'autres outils, fiches qui s'en viendront, notamment Foire aux questions. On le sait que vous avez beaucoup de questions en lien avec la modification réglementaire Espace Clos. Donc, Hélène publiera prochainement une section Foire aux questions avec beaucoup des questions que vous lui poussez. Donc, ça sera publié sur notre site prochainement à surveiller. Voilà, Christine, je te repasse la parole pour la période de questions. Donc, merci dans le fond à l'ensemble des collègues. Merci à Claire pour avoir présenté le site web. L'organisation du webinaire d'aujourd'hui, c'est réellement un travail d'équipe qui a été mené de main de maître par ma collègue Audrey-Anne Allaire, que vous n'avez pas vu aujourd'hui parce qu'elle est en arrière sur la technique puis elle gérait tout plein de petits bugs. Donc, bravo Audrey-Anne pour l'événement. Donc, on y va maintenant avec la période de questions. Donc, on a eu quelques questions dans le chat. Donc, je commence avec une question sans favoritisme, avec une question sur la santé psychologique, qui est un des dossiers. Donc, quelqu'un, dans le fond, a demandé dans le chat, tantôt, je vous ai parlé du guide sur la prévention du suicide dans les organisations policières qui a été publié par l'IRSST. On me demandait si le guide était sur le site web de l'APSAM. Ce guide-là n'est pas actuellement sur le site web de l'APSAM parce qu'on doit faire des petits ajustements pour être en mesure de l'intégrer à notre site web, mais il est accessible sur le site web de l'IRSST. Et j'en profite par le fait même pour répondre à une question d'une personne dans le chat qui demande « J'aimerais avoir la présentation du webinaire, est-ce que c'est possible? » Puis je fais le lien là, avec la disponibilité du guide prévention du suicide. En fait, la présentation, l'enregistrement du webinaire va être accessible sur notre site web prochainement et tous les liens des documents dont on vous a parlé dans le cadre du webinaire sont intégrés à la présentation. Fait que ça va être très facile là, pour vous de retrouver les différents éléments là, dont on a discuté aujourd'hui. Donc, j'y vais avec une question sur Espace Clos, donc qui s'adresse à Hélène. Donc, est-ce que le surveillant doit suivre une formation précise? Bon, le surveillant doit pouvoir connaître les dangers que présentent les espaces clos et les risques qu'ils représentent et faire preuve de discernement et poser les bonnes actions rapidement. Donc, nous recommandons que cette personne soit habilitée au même titre qu'un travailleur entrant, donc avoir la même formation que l'entrant. Par conséquent, le surveillant doit aussi être âgé de 18 ans et plus et posséder les mêmes connaissances que les travailleurs qui entrent en espace clos pour ne pas s'exposer aux risques liés inhérents à l'espace clos, à son environnement, mais aussi aux travaux qui génèrent d'autres risques. Parfait, merci. J'ai une question qui s'adresserait à Amélie. En fait, j'ai deux questions. Amélie, est-ce que, donc, il y a été question dans le cadre de ta présentation de certains établissements qui pourraient avoir un plan d'action au lieu d'un programme au régime modernisé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence entre un programme de prévention et le plan d'action? En fait, plan d'action est requis au niveau légal, au niveau réglementaire pour les travailleurs 19 travailleurs et moins par établissement. Mais comme je disais, c'est que la nuance entre le contenu de l'article 51 puis l'article 59, là, donc ce qui est visé par le plan d'action
en fait, le programme de prévention est le meilleur pour l'ensemble de tout le monde, là. Fait qu'il y a des éléments qui ont été retirés un peu pour essayer de rendre un peu ça plus simple pour le plan d'action, mais c'est pas si tant plus simple. Fait que tout le monde sera amené sur le programme de prévention dans notre cas, sur le secteur. Et cette réponse est écrite sur notre site à la page programme de prévention. Christine, je prends la balle là, parce que je vois les questions aussi en même temps pour quelqu'un demande si on a un outil diagnostic de style, un outil diagnostic de style audit pour l'ensemble de la prévention dans l'organisation. En fait, oui, c'est l'outil que je vous ai présenté qui s'appelle Évaluation des mécanismes de prévention. Donc, il est sur la page Gestion de la prévention, programme de prévention. Si vous n'êtes pas certain, en fait, vous pouvez appeler votre conseiller régional de toute façon pour l'ensemble des dossiers qui concernent la modernisation, la gestion. Référez-vous à vos conseillers régionaux. Voilà. Oui, c'est bon. OK, parfait. On a le temps pour d'autres questions. Donc, une question concernant le bruit. Est-ce que nous devons fournir des coquilles de protection en rotation pour le bruit ou des coquilles pour chacun des employés lorsqu'ils ont à travailler dans une situation qui requiert l'utilisation d'une protection auditive? Oui, alors je vais répondre à cette question, Christine. Donc, oui, c'est possible là, que les coquilles servent à plus d'un travailleur. Bien entendu, il faut aussi procéder au nettoyage / désinfection de l'outil de protection individuelle, donc entre chaque transfert de personnes. Donc, il faut connaître, bien évidemment, ces renseignements-là sont dans le manuel d'utilisation des coquilles, donc c'est-à-dire quel genre de produit utiliser pour pas perdre l'intégrité de la coquille comme telle. Et aussi, rendre disponible les nettoyants, faire connaître aux travailleurs les procédures de nettoyage et faire un suivi contrôle là, sur l'utilisation de l'équipement comme tel. Parfait, merci Diane. Amélie, je te relancerai la balle parce que pendant que tu parlais, il y a eu une question là, concernant la comptabilisation des employés. Donc, lorsqu'on dit 20 employés plus par établissement, est-ce que vous voulez dire par département, donc par exemple travaux publics, urbanisme, loisirs, ou bien pour l'organisation au complet? La meilleure façon de comprendre le calcul du nombre de travailleurs, c'est d'aller sur notre site, d'aller sur en fait, l'outil de la CNESST là, pour comptabiliser le nombre de travailleurs. Il y a c'est par établissement. En fait, la loi a toujours été dictée par établissement. Établissement réfère habituellement à un lieu physique. Donc, ça peut être le garage municipal, ça peut être la caserne de pompiers. Donc, on va être par établissement et pas nécessairement par département. Puis c'est ça, à voir là, en fonction de si vous souhaitez faire plus de comités santé-sécurité par département, c'est toujours possible, mais la loi, donc le minimum requis par la loi actuellement est par établissement. Je prends une dernière question rapide, en fait, parce que notre webinaire s'achève. Donc, on pose la question: à quand la prise en charge des événements traumatiques pour les cols bleus? Donc, effectivement, ce qu'on a publié, dans le fond, du côté de l'APSAM à venir jusqu'à présent sur événements potentiellement traumatiques, ça s'adresse à nos intervenants d'urgence, mais il y a aussi un dossier qui a été développé pour les chauffeurs d'autobus des sociétés de transport. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas d'autres employés qui ne peuvent pas vivre des événements qui ont un potentiel traumatique. Et sachez que toute l'information qui a été publiée sur notre site web relativement, par exemple, à intervenants d'urgence dont je m'occupe, il y a beaucoup de ces informations-là qui peuvent être utilisables et transposables dans d'autres situations de travail. Donc, sur notre site web, par exemple, on a des conseils pour les collègues, pour les représentants syndicaux, pour les gestionnaires, sur comment on peut soutenir quelqu'un qui a été exposé à un événement traumatique. Donc, tous ces conseils-là peuvent être utiles pour vous autres. Fait que même si vous n'êtes pas intervenant d'urgence, allez jeter quand même un coup d'œil au contenu qui peuvent assurément vous aider sur le soutien à donner à une personne qui a été touchée par un événement traumatique.
Donc, voilà, ça fait le tour de la période de questions. Marc, je te passe la balle pour le mot de conclusion. Merci, Christine. Écoutez, nous étions plus de 400 aujourd'hui au webinaire, donc merci de votre participation à tout le monde. Ça marque quand même la fin de notre présentation. Nous espérons qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a fourni les informations et les outils nécessaires pour entamer ou bonifier vos actions en prévention. N'oubliez pas que vos conseillers sont disponibles pour vous soutenir dans votre prise en charge en santé et sécurité au travail. Enfin, nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une excellente journée. Merci à tous.